Tungasua est Resaka Mirakami Aikmada. Bienvenue sur le podcast Resaka avec Aikmada. Bonjour à tous, bienvenue sur Resaka, le podcast produit par Aikmada. Donc Resaka, ça veut dire conversation en malgache. C'est né de la volonté de reconnecter avec notre identité et notre culture en mettant en lumière des témoignages d'enfants de Madagascar. Donc aujourd'hui, pour cette thématique, on reçoit 2 invités. On va parler de l'arrivée en France en tant que jeunes malgaches qui veulent s'installer. Donc aujourd'hui, on a divers profils parce qu'on a moi, par exemple, qui suis née au sein de la diaspora. On a aussi Ariane qui vient de Madagascar. Je te laisse un peu prendre la suite. Moi, je suis la host d'aujourd'hui et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Donc là, aujourd'hui, nous avons Audrey Rangiamanjatu et Rose Ranarvelo. Donc bienvenue à toutes les deux. Merci. Salut. Bienvenue. Donc on va juste un peu souligner pour ceux qui nous écoutent donc il y en a une qui grandit progressivement dans la sphère de l'entrepreneuriat. Et il y en a une autre qui affirme sa voix dans le milieu artistique et du milieu du mannequinat. Donc vous le connaissez sans doute. Ces 2 personnalités font parler d'elles dans plusieurs médias, des magazines, des journaux et même dans des podcasts. Donc mesdames, sans plus attendre, on va vous laisser la parole pour vous présenter brièvement sur qui vous êtes et pourquoi avoir fait le choix de quitter le pays pour venir en France. On te laisse d'abord prendre la parole, Audrey. Yes, la pression. Non, je m'appelle Audrey Rangiamanjatu. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis en France, donc ça fait 10 ans cette année. Et aujourd'hui, je suis créatrice de contenu engagé. Je suis présidente d'une asso, je suis entrepreneuse, donc comme tu l'as bien souligné. Alors pourquoi je suis venue en France? C'est tout simplement comme beaucoup d'autres malgaches pour les études. Et voilà, pour l'instant, je ne me prononce pas plus. Je laisserai Rose de faire du coup. Enchantée, du coup, Rose. Et comme Audrey, je suis arrivée en France pour les études au départ, que j'ai pas fait finalement pour des raisons XY qui me concernent. Mais en tout cas, après, je me suis plus dirigée vers le mannequinat et je suis artiste indépendante, céramiste. Et depuis 4 ans et demi, du coup, je suis à Paris maintenant. Mais je travaille un petit peu à Mada aussi en parallèle, du coup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous êtes donc maintenant dans la diaspora depuis assez longtemps pour vous permettre de nous partager vos premiers ressentis à votre arrivée pour vos études. Donc là, je vais me parler à Audrey. Tu en parles de plus en plus dans tes publications. On a un peu regardé la charge mentale des étrangers, ton témoignage sur un poste refusé à cause du titre de séjour et tu donnes même des astuces, je dirais, de survie pour arriver à surmonter tout ça. Donc certainement pour des raisons évidentes que les formalités administratives juste par l'obtention d'un titre de séjour et l'angoisse assurée pour toutes les personnes de nationalité malgache. Je te sens stressée, ça veut dire que tu as quelque chose à dire. Un accro sur le cœur. Ouais. C'est quoi ton rapport vraiment à l'administration et toutes les formalités qui sont ingérées? Déjà pour ce podcast, je dirais qu'il se peut qu'il y ait des moments où je bafouille un peu parce que c'est quand même des sujets qui sont très durs émotionnellement. Je pense que beaucoup d'étrangers, étrangères peuvent le vivre comme ça. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est un sujet en tout cas qui me porte énormément à cœur. Donc c'est vrai qu'il y a des épreuves. Peut-être donc j'arriverai à en parler, peut-être d'autres j'arriverai pas à en parler. Mais en tant qu'étrangère, déjà, en fait, je trouve qu'il y a une certaine forme de violence. Si je peux vraiment parler d'une forme de racisme, en fait, qui est vraiment institutionnelle, qui est que quand tu arrives en France, tu sais, on t'envoie à l'Office de l'immigration. Nous, c'était comme ça il y a 10 ans. Tu viens à l'Office de l'immigration, on te demande de faire des tests pour voir si tu n'as pas des maladies à skip d'un autre climat tropical. Et dans les épreuves, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile parce que malheureusement, statistiquement, il faut toujours que ça arrive à quelqu'un, tu vois. Et statistiquement, c'était moi. Donc j'ai grave galéré pour tout ce qui était job étudiant. Moi par exemple j'étais dans un foyer de jeunes filles dans le 14e à Paris et en fait j'étais tombée dans une coloc. En fait la meuf elle était pas vraiment très sympa, tu vois, donc en fait je commençais vraiment mal. Et le truc c'est que j'étais vachement une fille studieuse à Mada. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit de monter. Et en fait quand tu arrives ici et que tu migres et que tu vis les premiers échecs scolaires, en fait, tu remets en cause toute ta personne, tu vois. Et moi, c'est vraiment un truc, en fait, que je trouve qui est réel
Donc quand tu viens en tant que malgache étrangère en France, c'est que en fait on te dit tout ce que tu as construit, en fait c'est pas toi. Et c'est vrai qu'administrativement, tu disais c'est quoi mon rapport à l'administration? Si c'était pas un podcast, c'est sûr que j'aurais insulté l'administration pendant 10 minutes, tu vois. Mais là donc on est sur des choses plus formelles. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, ce qui est un peu triste, c'est que j'ai l'impression que ça s'empire. Il y a 10 ans, c'était pas aussi dur. Et en fait, j'ai de la peine pour les malgaches qui n'ont pas de nationalité française, qui viennent ici, parce que ça s'endurcit. Et administrativement, en tout cas, force à tous ceux qui demandent des titres de séjour chaque année et pendant des années, tu vois, parce que franchement, c'est pas facile. Surtout, ce que disait Rose, en fait, ça te regarde si tu as envie d'arrêter tes études. Mais le problème, c'est quand tu es étranger, ben, tu es forcé de continuer tes études, sinon ben, tu n'as pas de backup. Après, évidemment, je peux passer beaucoup de temps à parler de ça, hein, mais juste pour introduire un peu, je pense que c'est d'une violence, tu vois, dont on ne parle pas assez. Et puis, il y a une personne qui me disait aussi que c'est comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ouais, complètement. À tout moment, tu ne sais pas quand est-ce que ça tombe, mais tu es obligé d'avancer, quoi. Moi, par exemple, quand je suis arrivée en France, j'étais vachement choquée par la présence du béton. Je trouvais qu'il y avait énormément de béton et de très peu de nature. Je suis d'accord. Et du coup, voilà, déjà, il y avait cette forme un peu de... En fait, on t'arrache vraiment de chez toi, tu vois. On n'a pas le même profil, dans le sens où, pour le coup, je suis trinationale, donc j'ai la nationalité aussi française. Ce qui, administrativement, j'ai quand même eu des difficultés, parce que dans tous les cas, c'est rentrer dans la vie adulte et prendre les choses en main. On n'est plus avec nos parents. C'est compliqué, mais j'ai pas fait face aux mêmes problématiques. Mais là où je te rejoins totalement, c'est la problématique de l'environnement, tout simplement. Où, par exemple, moi, je suis arrivée à Lille au départ, où il pleuvait, où c'était gris, enfin voilà, ça m'a vraiment choquée, on va dire. Et aussi, juste découvrir une culture dans laquelle, par exemple, la famille... Enfin, je sais pas si je vais en choquer des Français ou quoi, mais moi, ce qui m'avait interpellée énormément, c'est que, par exemple, à Madagascar, on est très proche de nos grands-parents. Ouais. Et en fait, j'étais entourée de gens qui se plaignaient d'aller voir leurs grands-parents. Enfin, c'est un petit peu futile, mais c'était des trucs comme ça qui me bouleversaient un peu émotionnellement, parce que je trouvais pas ma place, du coup. Et c'est vrai que, du coup, en dehors de ce côté administratif, dans l'école dans laquelle je suis arrivée, et pareil qu'Audrey, j'étais très studieuse. Ok, t'as eu une bourse d'excellence pour aller dans une grande école, tu fonces, machin. Et en fait, pareil, j'ai fait face à mes premiers échecs scolaires. J'ai pas du tout réussi à m'intégrer dans l'environnement parce que, je sais pas, on n'avait pas les mêmes histoires. Après, je suis quelqu'un de très ouvert, mais c'est juste, je suis arrivée dans un contexte où je trouvais pas forcément des valeurs qui me correspondaient, etc. Et en plus de ça, d'être loin tout simplement de sa famille, d'être seule aussi, d'être seule dans un appartement ou même avec des inconnus, du coup, comme tu l'as eu. En fait, quand t'as grandi entourée de ta famille, de tes cousins, de tout le temps plein de gens que t'aimes autour de toi, finir tout seul en France dans un pays gris. Mais bon, ouais, je dirais plus ça aujourd'hui parce que aujourd'hui j'y trouve vraiment mon compte. Mais ouais, moi en tout cas au début ça a été vraiment 1 an et demi, 2 ans d'adaptation très. Ça a été très long comme processus. Et heureusement j'ai eu le Covid qui m'a aussi permis de revenir un petit temps à Madagascar et de me reposer des questions sur ce que je voulais vraiment faire, parce que si j'avais continué dans ce cadre-là, en tout cas j'aurais pas été la même aujourd'hui. Et j'ai eu besoin de cette coupure, en tout cas, à Madagascar pendant le Covid pour savoir vraiment où je voulais vers quoi je voulais me diriger, en tout cas. Ok. Justement, par rapport à ça, quand tu étais en France, comment tu faisais face à cet isolement-là ? Déjà, il y a la diaspora, les amis de ta promo qui arrivent en France, notamment à Paris ou dans d'autres villes que tu peux voir. Il y avait vraiment cette énergie de faut qu'on se voit le week-end, qu'on fasse des soirées ensemble, etc. Ça, c'était vraiment... en vrai, c'était assez puissant comment ça pouvait aider. Et après, il y avait... je sais pas, je me faisais des balades dans des parcs. J'essayais tu compenses avec d'autres trucs. Moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'un environnement naturel. J'ai vécu vraiment littéralement dans une forêt. Je veux dire, ma maison était vraiment... Il y avait des arbres et tout. Et je sais que c'est ça, et encore aujourd'hui, je le cultive vachement, c'était de découvrir des milieux naturels. Et en plus, il y en a des magnifiques en France, en fait, des parcs, etc. Moi, je pense que ça a été ça. Et de ramener des conserves de romazo, etc. Ouais, et j'avais ma petite malle de survie quand ça allait pas trop pour me faire ma petite conserve, quoi. Non, mais je pense qu'on ne parle pas suffisamment, justement, du fait qu'en France, quand tu es seul, c'est vachement silencieux. Déjà, à Madagascar,
parfois tu marches dans la rue et tu vas voir quelqu'un qui va chanter à tue-tête, tu vois. Ouais. Pareil, moi ça m'avait grave choqué quand j'étais rentrée en vacances, c'est que elle était en train de me coiffer, la meuf elle tapait ses meilleurs décibels, tu vois. Alors qu'ici en France c'est pas du tout ça. Mais même mes premiers fails c'était de rentrer dans des salles et faire bonjour tout le monde et personne Très répond, solaire. voilà, Quelqu'un c'est très ça. solaire dans C'était les. vraiment, Ouais. Mais je te rejoins de ouf quand tu dis qu'il y a un certain besoin de se reconnecter à la nature. Ouais. Par exemple, moi, quand je vais à la mer, tout de suite, je me sens hyper bien, tu vois. C'est vraiment, qu'importe en fait, si c'est Marseille, Punta Cana, On préfère Punta Cana quand même. Madagascar, en fait, c'est même la connexion à l'eau et tout. Je trouve que, en fait, on retrouve aussi ce truc. Je pense que nos ancêtres nous parlent un peu aussi. Carrément. Il y a des moments où tu sens vraiment comme une espèce de carence et tu vas chercher ça en fait. Bah, c'est une espèce de spiritualité, moi, en tout cas, je trouve, comme on dit, les races, les ancêtres, qu'en France, c'est beaucoup moins démocratisé. Enfin, je sais pas, c'est peut-être Il n'y culturel. a pas le même rapport Il y a pas le même à la rapport. famille, aux ancêtres, etc., aux aïeux. C'est vraiment différent en France, donc c'est vrai que je dois bien imaginer que quand tu passes, même moi en tant que... Moi je suis née ici en France, mais j'ai grandi qu'avec une famille malgache, donc j'ai grandi dans ce côté très familial où on se voit tout le temps dès qu'on peut, on s'aime, Oui, c'est non, aussi, bien mais sûr, voilà, c'est quoi. un amour qui se voit. Et voilà, il y a un lien, etc. Et par exemple, j'ai vraiment ce contraste avec la famille de mon père qui est inexistante. Mon père, il est français, du coup. Donc, je suis métisse franco-malgache. Et du côté de mon père, j'ai aucune famille. J'ai vraiment que mon père. Mon père lui-même est fils unique. Il n'y a pas cette initiative de réunion de famille énorme, Exactement. on fait la fête ensemble, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait partie de nos questions initiales, effectivement, sur la redécouverte, de comment le rapport, en fait, entre... le choc culturel, plutôt un choc culturel. Mais avant de passer à ça, on aimerait bien connaître, en fait, les premières interactions que vous avez eues quand vous êtes arrivé pour la première fois en France. Comment ça s'est passé en fait. Ça date quand même, hein. Alors attends. Donnez-nous déjà une date à peu près pour qu'on puisse se situer. Moi personnellement c'était en 2019 du coup. Ok. Moi 2015. Mais moi j'ai une interaction qui est assez drôle. À chaque fois je la raconte. C'est ma petite anecdote. En gros, déjà de 1, moi j'étais inscrite à la Sorbonne. Ok. Et donc tu viens à Paris, tu dis vas-y c'est la Sorbonne, Saint-Michel. Tu finis à Tolbiac. Tu vois les clopes par terre. Tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et deuxième interaction où j'étais, à chaque fois ça me tue, c'est qu'un mec il est venu vers moi, il m'a dit ouais s'il te plaît excuse-moi t'as une feuille. Et moi je lui ai sorti une feuille de papier. Je lui ai dit mais c'est vrai le rapport à la cigarette aussi. Genre j'ai sorti, il m'a regardé en mode vas-y cutie. Et il a dit au revoir, bonne journée. Et là, tu t'es dit, ok, là, il y a un monde. Il y a un gros gap. Ouais. Il y a un gros gap. Mais après, je me suis grave forcée, honnêtement. Je sais pas si on peut qualifier ça de triste, pas triste, mais je me suis beaucoup forcée, en tout cas, à m'intégrer. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris vite les codes de la vie parisienne. Et étudiante. Exactement. Je sais pas, toi. J'ai fait pareil, mais ça a duré 3 mois et après, j'étais en dépression. Vas-y, c'est bon. Je veux dire, c'était vraiment des codes que j'arrivais pas à profondément incarner. Ouais. On a l'impression de se travestir un peu. C'est ça. J'imagine pour vous. Oui. Moi aussi, j'ai un peu ressenti aussi, mais pas par rapport à mon identité malgache, mais plus par rapport au lieu dans lequel je grandissais en tant qu'étudiante. Mais oui, tu as cette impression, je suppose, de t'essayes, quoi. Et en même temps, moi, j'ai une forme de culture française, même si j'ai jamais vécu en France. Je venais quand même en vacances, j'ai quelques oncles qui sont là, mais pour moi, ils sont plus malgaches que français, en fait. Et du coup, c'était vraiment des codes que j'ai découverts. Et moi, je pense, mes premières interactions, ça a été, et ça résonne avec ce que je suis aujourd'hui, c'est que c'était la culture. En fait, un accès à la culture illimité qui m'a fascinée, les concerts, les musées, les expos non-stop. Quelque chose qu'on avait... Enfin, là, ça commence, mais on n'avait pas ça avant à Mada. C'est un vrai contraste. Hein. Ouais, moi, ça a été vraiment ça, vu que dès le départ, le milieu étudiant dans lequel je suis arrivée, déjà que je savais pas trop ce que je faisais là et tout, j'ai trouvé ce refuge-là. Et c'était quelque chose que j'attendais, en tout cas, quand j'ai décidé de partir pour mes études, c'était quelque chose que j'attendais de pied ferme, c'était d'avoir accès à ces lieux de culture qui sont quand même d'une richesse
exceptionnel. heureusement que ouais, c'est vrai que Donc ouais, moi c'était plus ça mes premières interactions, ouais, des concerts, des expos solo. ouais. Mais C'est super ça. en tout cas, si je pouvais rebondir sur ce que tu dis, c'est que un des trucs aussi qui est lié vachement au choc culturel, c'est que quand je suis arrivée dans une classe où il y avait beaucoup de Français, j'étais choquée de leur niveau de culture. Ah là là. Tu m'en diras plus. Franchement, je me sentais trop bête. Je me suis dit, mais comment ça se fait que lui, il sait qu'à la capitale... Enfin, oui, bon, j'abuse. En termes Je de fais qu'à la géographie quand même, mais... Non, mais parce qu'en ouais, plus, enfin, personnellement, moi, j'ai eu un bon bac. Bonne élève. Voilà, c'est ça. Tu t'estimais que tu avais un certain niveau. Mais c'est vrai qu'on n'exerçait pas des activités pas les mêmes. culturelles. Ouais, voilà. Et que tu n'as pas assez de vocabulaire et que parfois tu te dis, mais ma réflexion est assez limitée à un moment. Peut-être. Et donc, tu te forces vraiment à pousser ce truc. Et ça n'existe pas à Madagascar, je trouve. On ne nous pousse pas suffisamment à aller vers la culture et l'esprit critique. Voilà, c'est ça. Et ça, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on retient souvent, c'est que quand on vient en France, généralement les gens se disent que quand on vient en France, c'est pour l'éducation. Vraiment une richesse de culture, d'éducation ici. Et moi, par rapport à la première interaction que moi j'ai eue, j'avoue qu'elle était un peu assez catastrophique parce que c'était le premier jour de la fac. Et j'avais ce souvenir-là que je m'étais approchée vers une malgache. Parce que moi, j'avais vraiment une envie justement de me rapprocher de la communauté. Bien sûr, je viens de Madagascar. À l'étranger. Oui, mais sauf que ma mère, elle pensait que ce serait bien pour toi de te rapprocher de Vaza. Donc, Vaza, voilà. Mais sauf que moi, je me suis rapprochée de cette malgache-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai posé une question juste vraiment pour faire l'ouverture de la discussion. Et elle m'a même pas répondu. Elle m'a juste regardé de haut en bas. Et en fait, ça s'est terminé. C'est sa copine qui m'a répondu. Oh, waouh. Mais tu sais pourquoi Alors, moi, de ce que je sais, c'est que, bon, j'avoue que j'ai un peu abusé de la tenue aussi. J'avais une dégaine, là, vraiment. C'était pas ça, mais à mon avis, donc, je laisse quand même l'hypothèse qu'elle était peut-être timide. Mais si c'était pas le cas, bah écoute, moi de mon côté, honnêtement, depuis ce jour-là, j'ai appris à ne pas trop sourire déjà. Ouais, à ne pas sourire parce que franchement, moi, j'avais cette mentalité de je suis malgache, je vois comme je suis heureuse, voilà quoi. Et en fait, là où j'étais, en fait, on m'a vraiment enlevé ça et puis j'ai appris sous peu que, en fait, on était aussi dans une ville où les gens ils ont tous voté à l'extrême droite. Ah oui, bon pas de surprise, ma chérie. La meuf, elle te voit, elle se dit non, j'ai pas de pièce, madame. Je t'assure que c'était ça qui m'est arrivé. C'était vraiment une Vaza et je lui ai posé une question. Elle m'a même pas répondu, même pas une fois, elle m'a même pas posé un regard. Et quant à vos interactions familiales, parce que là on parlait d'interactions sociales, mais est-ce que vous avez une petite anecdote à passer ou pas sur la famille, parce qu'effectivement moi je disais tout le temps que en fait la famille proche et lointaine ça se mélange pas. Ouais. Ouais. Mais quand tu dis ça, c'est ton rapport avec ta famille à distance ou c'est la famille que tu as ici? Non, mais justement, en fait, moi, j'ai fait vraiment l'amalgame, c'est ça? Ouais. L'amalgame entre les deux quand je suis arrivée ici, parce que je me suis dit, ça va être la même chose et tout, mais en fait, on ne peut pas dire la même chose. Finalement, on voit vraiment le choc culturel, parce que même si c'est des malgaches, ils ont grandi différemment, ils ont éduqué leurs enfants différemment. Ça dépend, en vrai, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je parlais de mes oncles. C'est des oncles qui ont grandi à Madagascar et juste, ils se sont installés en France notamment, excusez-moi, parce que ils se sont mariés à des Françaises. Mais du coup, non, je ressens pas forcément ça dans le sens où c'est touchant, du coup, parce que c'est des souvenirs qui les animent encore des années après et qui continuent de faire perdurer. Et je trouve qu'il y en a aussi, à partir du moment où ils ont vécu des choses fortes là-bas, et je pense que c'est notre cas aussi, c'est un truc qui s'enlève jamais. Et ça montre aussi à quel point c'est un pays particulier, très fort en termes d'énergie. Donc, non, personnellement, j'ai jamais vécu ça avec des gens de ma famille ou qui sont en France ou quoi. Pour le coup, non. Et après, pour une anecdote positive, ce qui est marrant, c'est que ma grand-mère de 93 ans, elle s'est mise à WhatsApp, quoi. Oui, parce que c'est ça qui est très dur, c'est de quitter vraiment une famille avec qui moi, personnellement, c'est tous les jours. Et tous les jours, je les voyais, mon père, ma grand-mère, mes oncles. Et donc, on a créé un vrai lien virtuel, mais
assez chouette en soi. On s'envoie des vidéos, des trucs comme ça. C'est cool. Merci à toutes les deux. En tout cas, oui, non, mais on c'est toujours sur des notes positives. Hein. La famille, c'est toujours quelque chose, pour moi, en tout cas, c'est une belle expérience. On essaye. On en retire toujours de belles leçons. Pour poursuivre, on va un peu poser des questions sur la redécouverte de la culture malgache. Est-ce que la distance avec Madagascar vous a donné envie de vous reconnecter avec certains aspects de votre culture ? Bah ouais, tout à fait, parce que perso, moi, je suis vachement light skin. Ouais. Du coup, pareil. ici, voilà, on sait de quoi on parle. Ouais. Et en fait, ça a été mon motto, en gros, pour faire en sorte qu'on ne remette jamais en question que je suis malgache. Parce que ça soit à Madagascar, que ça soit ici, en fait, on me dit souvent, bah, t'as pas du tout l'air d'une malgache. Je connais plein de malgaches, tu ressembles pas du tout à une malgache. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un... déjà, j'ai vécu dans un quartier à Mada qui... C'est pas ghetto, Ouais. mais c'est un peu une meuf de la street, C'est tu quel vois. quartier? Non, ça va, c'est ici. Bah, quand même. Ça, j'allais dire... Non, tu vois. Mais tu sais, j'ai toujours eu ce côté un peu de la street, même de Mada. Même si, ok, on a été dans des écoles françaises, tu connais un peu façon Gossip Girl, mais voilà. Ouais. Mais du coup, ce que je disais, c'est que pour moi, en gros, j'avais besoin de dire que je connaissais suffisamment l'histoire, la culture et ma langue pour qu'on ne dise jamais ah ben, Jitska, si. Et not Enavaza, on m'appelait Footskill tout le temps, tu vois, et ça, c'est vraiment un point en fait qui était super important. Et je trouve en fait qu'il y a énormément d'informations qui sont faussées ici. Une fois que tu creuses sur Madagascar, en fait, tu te rends vite compte que même culturellement, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Et, alors que la culture malgache, elle est très très dense. Ouais. Vraiment très riche. Ouais. Et là, si je peux recommander un livre, il y a un livre qui s'appelle Histoire de Madagascar, qui revient même jusqu'à toi qui adore la céramique d'ailleurs, qui explique en fait que Madagascar, en gros, les empreintes qu'ils ont eues des héritages culturels, c'était la poterie. C'est vrai? Ouais. Ah non, mais je savais genre même en pas. mode qu'il y avait des poteries qui venaient de pays arabes, austronésiens, etc. C'est comme ça qu'ils ont réussi à retracer qu'en fait, c'est Avec, alors, sont venus. Je profite de ce pont pour vraiment parler du projet que j'entame justement. Ça fait 2 ans que je suis dessus avec une amie artiste à moi, mais donc liée à la céramique. En fait, tout ce que tu dis, c'est cruellement vrai dans le sens où c'est très dense, mais en fait, on a aussi un truc qui est magnifique et en même temps dommage, c'est qu'il y a beaucoup de l'art oratoire à Mada. C'est vraiment, on raconte, mais il y a peu d'écrits. Je sais pas, c'est faute de moyens, histoire, de moyens, aussi de personnalités intellectuelles qui ont été réprimées tout simplement et qui n'ont pas pu vraiment nous délivrer des ouvrages. Mais donc ce projet-là, en fait, c'est d'ancrer dans de la céramique plusieurs pièces. Des histoires, on va parler des Afmanir, des Mikea, de la faune et de la flore, etc. Et en fait, juste l'ancrer dans un médium qui va durer dans le temps pour que, à terme, en fait, des gens comme nous aient ces images et accès à ces images et que surtout, ça dure dans le temps. Donc, c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, la céramique, ça dure des millénaires. Donc, le but, c'est de faire ça. Mais effectivement, quand j'ai commencé à entamer ces recherches-là avec mon amie qui est illustratrice, en fait, donc c'est elle qui illustre tout ce que je lui raconte, et on fait face quand même à en fait, déjà, ce qui est dérangeant, c'est que beaucoup des ressources sont faites par des étrangers, brillants, mais bon, tu trouves ça bizarre, quoi. En tout cas, en tant que malgache, que ce soit pas un malgache qui écrit ces histoires-là. Il y a ça, et puis il y a un mélange, en fait, on les connaît, ces guides touristiques qui nous racontent des histoires de ouf, mais tu sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois, genre c'est vraiment... Et qu'il a entendu de son cousin, Voilà, c'est ça. Et en même temps, je trouve ça trop drôle, trop cool, mais bon, des fois, quand tu veux raconter des faits, c'est un peu difficile. En tout cas, moi, encore une fois, c'est par la culture et l'art que j'ai enfin trouvé mon pont envers Mada, surtout que j'ai eu ce truc où j'ai pas fait d'études au final, où je me disais, merde, alors... pas merde. T'as le droit. Mince, j'ai le privilège immense d'être envoyée en France pour faire mes études. Je fais partie d'un cercle méga privilégié qui me permet de mettre d'avoir des moyens de créer des choses. Et en fait, cet arrêt d'études m'a créé un peu un petit syndrome de l'imposteur en mode, mon devoir patriotique, comment je vais l'accomplir. Et là, c'est vrai qu'en continuant de travailler sur mon côté artistique, j'ai trouvé ce pont-là. Et
Et maintenant, je me sens en paix un petit peu envers mon devoir envers Mada, que je trouve qu'on devrait tous avoir en tant que patriote. Mais c'était difficile au début. Déjà, je suis métisse, et parce que j'avais pas fait d'études au final, et aussi parce que je suis issue du même cercle du lycée français, etc. Ah oui. Qui est, c'est une chance, et en même temps, en partant, tu réalises énormément de choses. Et moi, ça a créé même des ruptures, en fait, des fois où j'avais même plus envie de rentrer, je savais plus trop où me positionner. Et en fait, juste, je me suis détachée de certaines choses, j'ai gardé certaines choses et créé de nouvelles choses. Ok, très bien. Alors, en fait, juste si vous pouvez dire en quelques mots, en fait, c'était quoi votre vrai déclic, en fait, pour passer justement au mais là, vraiment, ça va être que pour Madagascar. Voilà, ma vie, là, parce que c'est pas que rester en France. En fait, finalement, je veux faire un retour au pays. Et c'était quoi votre déclic? Dites-moi en 2-3 mots. Oh, 2-3 mots, c'est dur. C'est dur pour des Malgaches. En 2-3 mots. J'avoue. T'avais déjà là tout à l'heure, on était en train de patiner. Ouais, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment fait un déclic, en fait, c'est tout simplement la situation des femmes à Madagascar. Ok. Je me suis dit, c'est pas acceptable. Sachant que l'avortement est illégal, une femme peut se faire frapper comme ça sans problème dans la rue. Et puis à un moment, quand tu regardes autour de toi, tu te dis, bon, tu as un gouvernement qui en fait ne fait que se remplir les poches. Et il est temps, en gros, que nous qui avons des connaissances sur le terrain et qui avons la capacité, sans grande prétention, à le faire, il est temps qu'on le fasse aussi, tu vois. Et c'est dur de commencer. Mais il faut commencer quelque part. Ok, merci. Et toi, Rose? Moi, je pense que je suis encore en process en soi, parce que je suis plus jeune et que ça fait moins longtemps que je suis en France. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de mixer mes deux vies, entre guillemets. Je dis vraiment mes deux vies, parce que ces deux vies, que ce soit à Paris ou à Tana, n'ont rien à voir. Et j'essaye de trouver un équilibre, en fait, qui a un impact positif à travers mon histoire. Je suis très dans les quêtes personnelles. En fait, je me dis, si je deviens la personne que je veux être, une bonne personne avec les bonnes intentions, ça aura l'impact positif que je souhaite avoir envers Madagascar et sur les gens en général, en fait. Parce que même ici, il y a des choses à faire, en fait, de valoriser le pays, s'affirmer en tant que malgache dans ce qu'on entreprend ici et faire briller, tout simplement, et sortir des discours qu'on peut avoir souvent, comme tout ce dont tu viens de parler. Je dis pas qu'il faut les camoufler, mais en tout cas aussi donner de l'espoir. Je trouve que l'espoir fait vraiment vivre pour le coup. Donc, voilà. Mais je pense que je suis encore en processus de savoir vraiment concrètement comment je peux... Moi, j'allais dire, j'en profite pour parler justement de Hype Mada. Moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de me reconnecter à ma culture. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie, parce que depuis que je suis petite, je vais à Madagascar tous les 2-3 ans environ, depuis que j'ai 3 ans. Donc, je vois vraiment tout le travail qu'il y a à faire là-bas, et j'ai toujours été très touchée par tout ce qui se passe. Tout, vraiment tout. Et justement, ce que j'ai kiffé avec Hype Mada, c'est que j'avais l'impression qu'on pouvait œuvrer aussi pour faire briller le pays. Ne serait-ce que par ce podcast ou par les talks qu'on fait, les soirées où c'est reversé pour une association, etc. Donc voilà, c'était mon petit mot pour Hype Mada. Merci. C'est vrai qu'avec Mada, c'était le banger aussi. Arrivé à Paris, j'ai complètement zappé l'existence d'une communauté aussi incroyable. Et en plus, on est nombreux. Enfin, je crois qu'on est l'une des plus grandes diasporas. On est 140 000. Ouais, statistiquement. La deuxième, je crois que c'est le Sénégal. La première, c'est le Sénégal. Je crois que c'est nous après. Ouais. Ok, écoutez, c'est super. On va directement conclure en fait ce podcast. Merci à toutes les deux. Juste pour faire un mot de fin, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez faire passer à une personne qui vient juste d'arriver en France, s'installer pour les études par exemple? Garde la pêche, garde ton énergie ensoleillée qui vient de l'île et n'oublie pas d'où tu viens. C'est ce que j'allais dire. Voilà. N'oublie pas d'où tu viens, exactement. C'est super, Rose. Est-ce qu'Audrey, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, moi je dirais, n'aie pas peur de changer en fait. Ouais. Aussi. C'est pas grave. Tu vas devenir 4-5 versions de toi-même. Tu vas couper les ponts avec plein de gens à qui tu parlais avant. Tu vas aimer Madagascar différemment, mais n'aie pas peur de changer. C'est que pour le mieux. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, je dirais Azamataoch. Franchement, parce que bon courage. Merci à toute l'équipe. Derrière, il y a une équipe aussi qui nous font des signes tout à l'heure.
ils sont nombreux, ils sont 5 derrière. Donc franchement, sans eux, on n'aurait pas fait ce 10. podcast. Et puis Ouais. voilà, on a Merci terminé. pour cette production. Ouais. Et à bientôt. À Dans un bientôt. nouvel épisode Merci. de Ressaca. Salut. Ciao, ciao. Madao. Zoom.